Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, je suis Jacques Cheminat, rédacteur en chef du Monde Informatique. Alors, je remplace Bertrand Lemaire qui devait être présent avec nous ce soir et qui s'est cassé le poignet. Donc, en mode open source, on dirait que je suis un fork de Bertrand Lemaire. Donc, je le remplace en espérant que ça soit un bon fork. Voilà. Pour démarrer cette conférence, je vais appeler Véronique Turner à me rejoindre pour quelques mots d'introduction. Merci. Bon, ouais, je crois qu'on m'entend. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Enfin, bonjour, on a l'impression que c'est le soir, mais en fait, ce n'est que le milieu de l'après-midi. Donc, ravi en fait de vous accueillir pour cette 11e édition de l'OpenCIAO Summit. Alors, il y a quelques personnes là qui sont en présentiel, mais on a pas mal de personnes qui sont en visio, puisque c'est retransmis en streaming. Donc, on salue tout le monde. L'OpenCIAO Summit pour cette 11e édition est sur un format particulier, puisque d'habitude, c'est un format qui est à huis clos, qui est réservé aux décideurs, et que pour cette 11e édition, on a décidé de l'ouvrir à tous, à toutes et à tous. Donc, c'est pour la première fois qu'on fait ça. Je vais remercier nos partenaires historiques de l'OpenCIAO Summit, qui sont le SIGREF et le CRIP, avec qui nous travaillons depuis toujours et qui nous font confiance sur les thématiques que nous portons d'année en année sur ces sujets autour de la gouvernance de l'open source, les compétences de l'open source, les grandes tendances de marché, les relations aussi entre fournisseurs, ce qu'apporte l'open source. Donc on est sur un événement à l'OpenCIAO Summit qui est un peu moins technologique que les autres tracks que vous pouvez visiter sur le salon. On est sur un sujet qui est plus dédié aux décideurs et à la gouvernance plutôt de l'open source. Et puis, je vais remercier le CIAO qui nous accompagne aussi depuis toujours. Donc, merci beaucoup pour cet accompagnement et cette animation. Et donc, je vais appeler Stéphane, qui est le parrain de cette édition. Donc, Stéphane Rousseau, c'est le DSI du groupe FH. Il est également vice-président trésorier du SIGREF. Et puis, c'est un habitué de l'OpenCIAO Summit, puisque tu as été plusieurs fois speaker en tant qu'intervenant, et tu nous as fait le plaisir cette année d'être le parrain de cette 11e édition. Donc merci Stéphane, et puis je te laisse la main. Merci Véronique, le plaisir est également pour moi. Bonsoir à tous. Donc on se retrouve enfin, puisqu'effectivement j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois dans ce forum, et on est bien content d'être à nouveau réunis tous ensemble, après un peu d'interruption pour les raisons que l'on sait. Finalement, il y a 2 ans, on avait eu une édition un peu sous le thème de la prudence, ou en tout cas une considération assez lucide d'un certain nombre de risques autour de l'open source. Et finalement, quand on regarde le programme pour cette année, c'est plutôt l'optimisme qui prévaut. Et ça, c'est quand même chouette de se le dire. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la reprise, mais je pense qu'il y a un sujet, et on va le voir d'ailleurs dans le programme qui va être développé ce soir, il y a quand même un sujet général d'optimisme autour de l'open source, et on ne peut que s'en réjouir. Alors, on ne reviendra pas sur tous les intérêts de l'open source, et puis on pourra les voir au fur et à mesure du déroulement de notre sommet. Ce que je peux dire, c'est que l'édition de cette année, elle va être nourrie des grandes transformations qu'on a pu voir apparaître depuis peut-être 18 mois, 2 ans, notamment l'adoption très accélérée du cloud dans les entreprises. Ça, on le constate. On vient d'ailleurs de terminer avec le SIGREF un premier groupe de travail avec un rapport qui va sortir prochainement sur le move to cloud des entreprises. Et on va continuer cette année parce qu'on n'est pas encore allé au bout du sujet. Il y a tellement de choses à dire et tellement d'opportunités à saisir. On va parler aussi du poste de travail. C'est quelque chose qui revient, vous savez, l'open source. L'open source a vraiment trouvé sa place dans les couches d'infrastructure. Ça ne fait pas débat, ça. Mais il faut monter. Et aujourd'hui, on va avoir donc un retour d'expérience. Et finalement, il y a un côté un peu rupture qui est, en tout cas, moi, qui me plaît beaucoup là-dedans. Et puis, ça n'est que quand on est face à la réalité et qu'on a une réalité, une transformation réussi qu'on peut en parler. Donc finalement, le programme, on va commencer par ça ce soir, poste de travail, les alternatives au
au système propriétaire. Donc on va avoir un joli retour d'expérience là-dessus. Ensuite, on va parler de Gaia-X. Donc Gaia-X, vous savez, c'est cette façon d'assurer une certaine souveraineté. En tout cas, même la souveraineté, c'est plutôt l'apanage des États. Mais nous, les entreprises, on a besoin de confiance et on a besoin d'indépendance. Et c'est ça que ça va nous permettre. Hein, c'est la proposition. Donc Henri Lagrin du CIGREF va nous parler de tout ça. Et évidemment, avec un prisme autour de l'open source face à Gaia-X. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que là, pour le coup, on va rentrer aussi dans un phénomène de démultiplication, hein, cloud européen, open source. Ensuite, on nous présentera un rapport dont je vous recommande vivement la lecture, moi qui m'a particulièrement intéressé, qui a été fait par le pôle systématique. Et c'est finalement une enquête sur le positionnement économique de l'open source en France et le positionnement de l'open source en Europe. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que autant il y a 2 ans, on se disait, ça y est, les grands acteurs américains, ils ont fait main basse sur l'open source, ils ont tout racheté, c'est terminé, circuler, il n'y a plus rien à voir, et on va se prendre des coups de licence, et puis c'est tout. Autant je trouve qu'il y a je dirais presque une culture européenne de l'open source qui n'est pas inintéressante, et j'espère qu'avec moi, vous aurez beaucoup d'intérêt à écouter ce qui va être présenté. Et puis, évidemment, encore une fois, Move to Cloud, une expérience de Move to Cloud et comment l'open source a pu faciliter ça. C'est avec ça qu'on terminera notre après-midi. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Jacques qui nous annonce la suite. Merci Stéphane. Et ben on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai le plaisir d'accueillir qui est sur la table Thierry Aimé, qui est responsable des logiciels libres au ministère de l'économie et des finances, et Éric Gillon, qui est responsable normes et conformité logicielles chez Agirc Arco. Alors vous êtes tous les deux copilotes d'un travail au sein du CRIP et de la partie du groupe de travail CRIP Open Source autour du poste de travail collaboratif et notamment sur Open Source avec une alternative aux solutions propriétaires. Alors peut-être ma première question qui s'adresse à Éric Gillon. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce groupe de travail concernant le poste de travail collaboratif Open Source? Oui, bonjour à tous. Je vais déjà aussi vous présenter un petit peu le CRIP, hein, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas le CRIP. Donc le CRIP, c'est une association de 1901 qui regroupe des sociétés utilisatrices d'IT et tout particulièrement des responsables infrastructure et autour de la production informatique. Il y a un gros principe au niveau du CRIP, c'est une indépendance vraiment vis-à-vis des fournisseurs. Hein, c'est quelque chose d'important, avec un objectif vraiment de créer du lien entre les membres responsables que j'ai pu citer, pour vraiment du partage d'expérience, du networking, des échanges entre pairs et de la veille technologique lors des conférences. En 2021, le CRIP, c'est 360 sociétés adhérentes et on va dire une communauté d'à peu près 12 000 membres. Chaque salarié des entreprises adhérentes peuvent être membres du CRIP. On a trois grands types d'activités, donc les groupes de travail, dont on parlera un petit peu plus après, dont le GT Open Source. Il y a des conférences thématiques à Paris, mais aussi en région. Hein. Il y a des représentations dans 6 régions, autour de Lille, de Strasbourg, de Lyon, de Toulouse, Marseille et Nantes. Et puis une plateforme digitale, justement, j'ai parlé de l'échange entre les pairs, de l'entraide. Donc cette plateforme permet justement d'avoir un forum d'entraide, une bibliothèque où on peut trouver tous les livrables du CRIP, une messagerie, voilà, évidemment, le calendrier où on trouve tous les événements du CRIP auxquels chacun peut s'inscrire. Le groupe de travail spécifique sur le poste de travail, il date de quand? Il y a déjà eu des travaux qui ont été faits dessus? Alors, il n'y a pas de groupe de travail spécifique sur le poste de travail. On a un GT open source qui, comme tous les groupes de travail du CRIP, se réunit à peu près tous les mois à une session de 2 heures où justement
on fait des échanges autour d'un thème qui est choisi en début de session, je dirais. Cette année, on verra que le thème tourne autour un peu des dérives du modèle open source. Le thème de cette année qui s'écoule, avec un livrable qui n'est pas encore finalisé, mais qui le sera pour la conférence du CRIP le 8 décembre. Il y a la conférence annuelle du CRIP qui aura lieu le 8 et le 9 décembre de cette année, Porte Champéret. Donc on aura ce nouveau livrable qui est autour justement du post-travail, enfin du travail collaboratif de manière un petit peu plus générale. Voilà. Thierry Aimé, peut-être pour rebondir, Eric expliquait que vous aviez fait des partages d'expériences. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus justement sur ces retours d'expérience? Oui, alors comme le disait Eric, les sujets sont décidés en début d'année. La thématique qui va nous occuper dans nos différentes réunions sont définies initialement. Et là, on avait donc un certain nombre de sujets. C'est le sujet du travail collaboratif open source qui est sorti. Je dois dire que j'étais assez étonné. À titre personnel, pas forcément très prêt à développer ce thème parce qu'il me paraissait un peu casse-gueule, pour parler directement. Parce que, évidemment, en ligne de mire, on a Microsoft 365 et Google Workplace. Donc, attaquer d'emblée un sujet avec l'open source face à ces deux mastodontes qui s'imposent de façon tellement omniprésente dans les SI, c'est assez gonflé. Mais néanmoins, bon, c'est le thème qui a été choisi. Donc, on s'est lancé avec les retours d'expérience des uns et des autres à investiguer un petit peu cette question. Alors, la première question, évidemment, c'était de savoir dans quelle mesure ces solutions open source peuvent être des alternatives à certains aspects, certaines fonctionnalités normalement couvertes par Microsoft 365 ou Google Workplace. Et quand ces solutions existent, la question va être de savoir si elles sont véritablement à niveau pour un usage professionnel comme celui qu'on peut attendre dans une entreprise. La question aussi, c'est de savoir si, en termes d'intégration, parce que c'est souvent là que les questions deviennent un peu plus compliquées avec l'open source, c'est que autant les solutions propriétaires donc, arrivent en général dans un mode extrêmement packagé, intégré, prêt à l'emploi. C'est rarement le cas, ou en tout cas moins souvent le cas, des solutions open source. Donc là encore, la question de l'interopérabilité, qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce domaine, nous a beaucoup intéressés. Voilà. Dans les retours d'expérience que vous avez eus, ça portait sur quel type de partie à l'intérieur des outils collaboratifs? Il y avait des choses spécifiques ou... Oui, alors justement, les retours d'expérience ont été assez variés et ont balayé un certain nombre de logiciels qui offrent des réponses à certaines problématiques donc, du travail collaboratif. On a eu tout d'abord un retour concernant Jitsi par la société Safran. Donc ça, c'est de la webconférence, hein. On a eu aussi, dans le même domaine, mais légèrement plus large, la solution Big Blue Bottom, qui est aussi une très belle solution de webconférence, mais un peu plus, qui nous a été présentée par l'Éducation nationale. C'était très intéressant. D'autant plus que d'ailleurs, aujourd'hui, en interministériel, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui offre un service de webconférence au bénéfice de l'ensemble des ministères. Et ça marche plutôt bien. Nos réunions maintenant, d'ailleurs, dans le cadre de nos marchés avec nos fournisseurs, on les réalise grâce à cet outil. Alors, il y a aussi, là, on approche peut-être certaines autres fonctionnalités plus spécifiques qu'on trouve habituellement avec Microsoft 365, c'est la bureautique avec Nextcloud et OnlyOffice, qui ont été expérimentés au Minefi et qui ont donné une certaine satisfaction. Et donc là, c'était un retour d'expérience sur un domaine où justement l'open source est très très peu présent a priori, mais où on voit qu'aujourd'hui, il existe quand même quelque chose. Concernant la messagerie, on a eu un retour avec SafeBrand concernant Roundcube, qui est une très belle solution donc, de web en ligne, hein. On a eu aussi le groupe Gagnero qui nous a présenté sa mise en œuvre de la solution BlueMind. Et enfin, on a eu le Crédit municipal de Paris qui nous a parlé de Zimbra. Voilà, bon, voilà, toutes ces solutions. Bon, alors évidemment, il y en a d'autres, hein, ce n'est pas les seules solutions, mais nos retours d'expérience, évidemment, se limitent aux expériences que nos membres ont bien voulu
restituée. Et puis enfin, alors justement, quand même, une solution intégrée, comme quoi il ne faut pas désespérer. La société GoFast propose une intégration d'un ensemble de fonctionnalités qui approche quand même d'assez près ce qu'on peut avoir avec un Office 365 ou un Google Workplace. Donc là, elle n'a rien inventé, on va dire, en termes de briques unitaires, hein. Mais en revanche, elle a apporté donc un travail d'intégration pour faire fonctionner et déployer ensemble ces solutions de manière à ce qu'elles soient gérées de façon relativement simple et uniforme. Voilà. Éric Gillon, quand on écoute Thierry Aimé, on a l'impression que est-ce que le seul frein, c'est l'intégration, ou est-ce qu'il en existe d'autres pour développer un poste de travail open source ou libre? Oui, on peut en citer plusieurs. Il y a le poids des habitudes déjà. Hein. Bien dans le micro. Oh, excusez-moi, je l'avais tourné. Oui, il y a déjà le poids des habitudes. Hein. Quand on est face à un poids lourd qui est implanté depuis des années et des années, aussi bien dans l'entreprise, mais aussi à domicile. Donc voilà, il y a du coup obligatoirement dans ce type de projet une conduite de changement à imaginer, sans doute plus forte qu'un changement habituel de version d'Office ou je ne sais trop quoi. Donc c'est vraiment assurément des choses qu'il faut bien penser et qui peuvent être un frein. Voilà, une peur même peut-être pour les DSI de dire oh là là, on touche aux utilisateurs, moi je veux la paix sociale. On va éviter ce genre de choses. Donc c'est sûrement un gros frein. Après, il ne faut pas se leurrer. Il y a une richesse fonctionnelle aujourd'hui au niveau de plateformes comme Microsoft 365 ou Google Workplace, qu'on a du mal, même si Thierry nous a évoqué GoFast, qui est une initiative très intéressante, mais il y a quand même voilà, une richesse fonctionnelle où, si on veut l'avoir tout en open source, il va falloir, et vous l'avez évoqué, faire un travail d'intégration de différentes solutions. On va trouver des solutions en open source à peu près sur toutes les briques, hein, mais il faut faire ce travail d'intégration. Les entreprises n'ont pas nécessairement les moyens de faire ce travail d'intégration. L'interopérabilité aussi, potentiellement, avec d'autres solutions, comment ça s'intègre avec le SI, est-ce que ces solutions permettent bien cette interopérabilité, permettent des passerelles avec des solutions existantes. Et puis, alors un sujet, mais je dirais, il n'est pas propre au travail collaboratif open source, il est propre souvent à l'open source de manière générale, qui est la grosse question des DSI. Oui, mais comment j'assure le support de tout ça, hein? J'ai pas une société nécessairement avec laquelle j'ai un contrat qui édite la solution, etc. J'ai des communautés, il y a des choses comme ça. Bon, alors il y a des solutions aussi, bien sûr, là-dessus, mais c'est bien évidemment une question nécessairement qui se posera. Thierry, mais peut-être à l'inverse, on a vu les freins, mais est-ce qu'il y a des accélérateurs pour justement passer sur un poste de travail libre? On peut penser, par exemple, on a évoqué la souveraineté, on va en parler en plus dans quelques instants sur la partie européenne. Est-ce que ça peut être des déclencheurs ou en tout cas des accélérateurs pour ça? Bon, alors c'est sûr que si on se concentre sur le créneau bureautique, les choses paraissent quand même assez bloquées et les positions sont assez inexpugnables du fait d'un existant très ancien. Mais en revanche, sur un certain nombre de fonctionnalités connexes nécessaires au travail collaboratif, là, il y a des marges d'évolution et l'open source offre de bonnes propriétés. La première est certainement que l'open source, comme c'est souvent évoqué, permet de mieux gérer les coûts. Parce que ça ne veut pas dire forcément, je dis mieux gérer les coûts, je ne dis pas c'est gratuit, mais mieux gérer les coûts. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain coût de mise en œuvre, etc., mais vous n'aurez pas les mêmes niveaux de coûts récurrents liés aux licences et surtout, peut-être pire, c'est les évolutions que ces licences peuvent parfois imposer en termes de coûts, vous faire doubler vos coûts à moins de revoir complètement l'architecture de vos déploiements. Enfin, vous êtes... vous avez le risque d'aléas que vous ne maîtrisez pas du fait de la politique commerciale des éditeurs. Et ça, c'est un vrai sujet que permet d'éviter l'open source. Et dans les solutions qu'on évoque, un petit changement peut avoir un énorme impact. Par exemple, une solution de webinaire, de webconférence.
vous avez par exemple un coût à l'utilisateur de 1 euro. Je dis ça vraiment à tout hasard, mais si d'un seul coup ça change à 3 euros, ça peut paraître assez modique pour une licence, mais si vous avez 100 000 utilisateurs, ça fait tout de suite un coût phénoménal. Donc il y a des effets d'échelle, particulièrement dans le domaine collaboratif, parce que vous avez des licences qui peuvent être assises sur le nombre d'utilisateurs, qui peuvent être démultipliées même avec des petites modifications de licences. Il y a la question de la souveraineté, évidemment, parce que, particulièrement dans les administrations, mais aussi dans les entreprises privées, les données, savoir où elles sont stockées, c'est un élément primordial. On le sait avec le Cloud Act américain, hein, cette obligation donc de communiquer des informations à la justice américaine en cas de requête, c'est une obligation à laquelle les éditeurs américains n'échappent pas. Et l'intérêt d'avoir des solutions souveraines est quelque chose d'important. Alors ça peut être souveraine parce que ça peut être sur le territoire européen ou français, pourquoi pas, ou souveraine parce que c'est en interne que les données sont conservées. Et là, évidemment, les solutions open source offrent toute la possibilité d'être déployées en interne sur ses propres infrastructures. Et là, ça garantit évidemment la sécurité des données et le respect du RGPD, par exemple. Donc ça, c'est un élément très important. Vous avez aussi... Alors, encore une fois, hein, je dis bien que ces solutions open source peuvent être utilisées évidemment sans coût si vous les mettez en œuvre dans votre coin avec juste une expertise interne, mais vous avez aussi, et ça on l'a observé au travers de ces différents retex, un écosystème riche d'entreprises qui peuvent venir vous aider à les mettre en œuvre, à vous aider à les maintenir en fonction, assurer le MCO sur le long terme, etc. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui existent et assez bien identifiées. Il suffit de se déplacer dans le salon et vous allez trouver un grand nombre d'entreprises qui vous offrent pour chacune de ces briques des niveaux de support tout à fait sérieux pour les entreprises. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Peut-être la dernière question et qui se pose à vous deux. Finalement, quel bilan vous tirez de ce groupe de travail et un peu les perspectives? Est-ce que finalement, faut y croire? Écoutez, moi je dirais, c'est moi qui ai lancé cette idée-là. Bon, en n'y croyant pas trop. Thierry l'a dit également. Bon, on a proposé ce sujet-là. Comme Stéphane a marqué la conférence sous le sceau de l'optimisme, j'en rajoute une petite couche. On n'y croyait pas. Et en fait, on s'aperçoit, je dirais, on sort de cette session du groupe de travail presque à dire, en fait, presque avec des espoirs, je dirais. Il y a des choses qui se passent. Alors, c'est pas obligatoirement simple, mais on peut couvrir des pans, parce que peut-être qu'on n'a pas envie de tout remplacer, hein, mais d'avoir une chose spécifique. Donc il y a des pans qu'on peut remplacer, il y a vraiment des solutions, on a des retex, hein, c'est vraiment, je l'ai dit, c'est important pour nous les retex qui le prouvent, et on voit aussi émerger un écosystème qui s'intéresse au sujet. On a évoqué la solution GoFast, où même sans faire ce travail d'intégration, on peut avoir des solutions, on peut avoir des partenaires, hein, j'ai évoqué dans les freins le support, on peut avoir des partenaires qui accompagnent, etc. On a quand même l'impression que le sujet n'est pas enterré. On aurait pu penser que le sujet était enterré en disant non, c'est mort. C'est pas si mort que ça. Donc voilà, on sort plus optimiste qu'on y est rentré. Stéphane, peut-être avant de repasser la parole à Thierry après. Oui, enfin, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Eric, effectivement, le paysage n'est finalement pas désertique. Et on partait un petit peu battu peut-être, mais on a été amené à considérer quand même qu'il y a vraiment des choses sur étagère, des solutions intéressantes. Alors certes, elles prennent en charge certains aspects de la problématique. Il n'y a pas, à part GoFast, qui essaie vraiment d'embrasser tout le sujet. Mais en tout cas, il y avait donc à chaque fois des solutions qui paraissaient vraiment solides. Et les solutions qu'on peut déployer sur son infrastructure avec une bonne maîtrise des coûts, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder avec intérêt aujourd'hui. Donc voilà. Et puis surtout en face, le souci des solutions propriétaires ou type Google Workplace, c'est qu'elles sont un peu omniprésentes, mais
si certaines des fonctions qu'elles proposent ne sont pas toujours au mieux de ce qu'elles peuvent être, comme elles sont de toute façon fournies par défaut, ça a tendance à tuer tout ce qui est autour. Et l'intérêt, en tout cas, de bien regarder quand même s'il n'y a pas des choses en open source un peu plus précises, capables de couvrir bien notre besoin, c'est dommage parce qu'on rate, je pense, des opportunités. Donc, en tout cas, ça doit être regardé avec attention. Merci beaucoup, Stéphane. Vous avez une... Oui, pour rebondir. merci beaucoup pour votre optimisme. C'est très chouette à entendre et c'est vraiment intéressant ce que vous avez dit. Moi, si je peux me permettre, j'ai deux petites questions. Eric, vous avez dit il y a des freins où ça fait peur au DSI de déployer. Mais j'aurais pu croire que vous nous disiez ça fait peur aux utilisateurs. Et finalement, on sait que les suites propriétaires sont extrêmement sophistiquées et on sait aussi que le taux d'usage des fonctionnalités est extrêmement faible. Donc est-ce que le frein, il est plutôt projeté, ou l'angoisse projetée par ceux qui doivent déployer et supporter, ou finalement est-ce que vos utilisateurs, vos utilisateurs, les utilisateurs des retours d'expérience que vous avez eus, finalement acceptent assez bien d'avoir une suite qui correspond finalement à un niveau adéquat de fonctionnalité? J'aurais tendance à dire c'est la poule et l'œuf là que vous m'évoquez. Je pense que ça crée de l'angoisse chez l'utilisateur et comme le DSI ne veut pas avoir de problème avec ses utilisateurs, eh bien il dit ouf, je vais rester prudent. J'évoquais la plaie sociale, certains en disant bon bah tant pis on paye une plateforme, mais au moins comme ça j'ai la paix parce que les utilisateurs ils ont le même système chez eux, ils s'y habituent facilement, etc. Voilà, donc pour moi, c'est une prudence vis-à-vis d'une peur. Si je change, on l'a pas cette année, mais par d'autres expériences, j'ai pu voir des fois des gens qui faisaient ce choix de mettre autre chose comme outil bureautique, etc., et qui ont dû faire machine arrière parce qu'il y avait un manque d'adhésion. Alors, est-ce qu'il y a eu un manque d'adhésion parce qu'il n'y a pas eu la conduite au changement? C'est un point que j'ai évoqué. La conduite au changement doit être, je pense, tout particulièrement soignée quand on fait un projet comme ça. Voilà, peut-être. Mais il y a déjà eu quand même des cas où il y a un rejet de l'utilisateur. Et quand il y a un rejet de l'utilisateur, souvent vous faites marche arrière quand même. Donc il faut un peu plus d'audace. Thierry, vous avez mentionné la protection des données. Mais vous n'avez pas évoqué, est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu dans les retours d'expérience, une façon particulière de gérer la cyberprotection autour des suites collaboratives open source que vos adhérents ont pu mettre en œuvre? Est-ce qu'on se dit on prend un risque? Est-ce qu'on se dit c'est mieux? Comment c'est abordé? Ou est-ce que c'est abordé par les infrastructures? Est-ce qu'il y a du zéro trust et c'est la solution elle-même qui se protège? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à votre stade d'analyse de ce contexte? Ça n'a pas vraiment été abordé. Alors je pense que c'est plutôt géré au niveau infrastructure par ailleurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de détails sur cette question qui pourtant est assez importante. Parce que c'est vrai que on dit on va protéger nos données, on va les garder chez nous, mais si on n'est pas capable d'éviter des intrusions ou en tout cas des actions malveillantes qui viendraient piller les données en interne parce qu'on n'a pas mis le niveau d'expertise suffisant pour les protéger, on est encore peut-être pire que dans la situation où on met nos données dans le cloud de Microsoft. Mais c'est vrai que ça a été peut-être un point un peu aveugle finalement de notre analyse. J'ajouterais peut-être quand même qu'en fait la peur est presque plus, j'ai l'impression, de dire j'ai mis dans le cloud Microsoft, tu as évoqué le Cloud Act, et ce n'est pas tellement la peur de la cybercriminalité, mais la peur de la cyberloi américaine, qui fait que de dire que si je le mets dans mes propres infrastructures, eh bien, je suis dans une zone où c'est une zone où il n'y a pas de droit américain qui pourra s'y appliquer. Après, bien évidemment, il est clair que la sécurité au sens cybersécurité de son propre data center vis-à-vis des clouds des fournisseurs, c'est une autre question. Et on ne va pas quand même considérer qu'on est meilleur que les cloud providers.
Très bien, merci beaucoup. Je pense que le CRIP a fait une belle étude et probablement pourra poursuivre l'an prochain sur la cybersécurité et les suites collaboratives open source. On sera heureux de vous écouter. C'est pas le sujet de l'année prochaine, vous serez invité. Mais il n'y a pas de problème, pourquoi pas pour la session d'après. Merci Eric Gillon et merci Thierry Aimé. En fait, vous faites une bonne transition avec la partie cloud et sécurité, puisqu'on va parler maintenant de Gaia X. On va parler avec Henri Dagrin, qui est délégué général du SIGREF, et Pierre Gronlier, qui est CTO de Gaia X ASBL. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Henri Dagrin, peut-être pour présenter aussi qu'est-ce que Gaia X, et puis qu'est-ce que fait Gaia X, surtout. Alors, bonjour. Alors, c'est effectivement une intervention à deux voix avec Pierre Gronlier. Et c'est Pierre qui aura l'honneur de présenter la démarche Gaia X, d'abord parce qu'il la connaît beaucoup mieux que moi, il la vit de l'intérieur. Donc dans un premier temps, ce qu'on va se proposer avec Pierre, c'est qu'il présente Gaia X, pour rappeler quelle est cette démarche, quel est son cadre, comment elle s'articule, d'où elle vient. Je ferai ensuite un focus sur le Hub France de Gaia X que le SIGREF a la charge d'animer, et j'expliquerai comment ça se passe et pourquoi il est intéressant que tous ceux qui sont dans la salle, et au-delà même ceux qui sont dans le salon, peuvent venir contribuer à cette démarche du Hub France Gaia X. Et je présenterai très rapidement la place de l'open source dans le Hub France Gaia X, dans cette démarche que l'on anime au niveau national. Et puis je repasserai la parole à Pierre, qui lui maîtrise parfaitement ces sujets dont je suis plutôt un béotien, pour vous expliquer effectivement ce que c'est que l'open source et comment ça se concrétise dans Gaia X. Donc si tu veux bien, Pierre, je te passe la parole et je te laisse nous expliquer, nous présenter la démarche Gaia X. Merci Henri. Donc enchanté, Pierre Gronlier. Je suis le Chief Technology Officer de Gaia X, CTO. J'ai rejoint Gaia X en mars. Et donc Gaia X est une association de droit belge qui promeut le développement d'une couche logicielle qui permet d'exposer des services et d'offrir la possibilité aussi bien aux consommateurs qu'aux fournisseurs de gagner en confiance et de contrôler leur service cloud, leur service informatique et leurs données. Les valeurs qui animent l'association, ce sont les valeurs européennes. Donc on est là pour promouvoir les valeurs européennes et la souveraineté numérique. Je vais revenir sur cette définition. Et les valeurs européennes auxquelles on va s'attacher, ça va être la transparence, la portabilité, la confidentialité, l'autodétermination, la réversibilité. Donc tout ça qui sont des sujets qui vont être connexes également avec l'open source. Ces critères-là, il y en a un qui m'intéresse vraiment, c'est sur la transparence, parce que ça permet aux participants d'un écosystème de faire en fait une estimation du risque, donc de calculer leur niveau de confiance. Ça permet de contrôler leur autonomie et donc de prendre des décisions qu'on peut qualifier souveraines. Et la confiance et la souveraineté, ce sont des attributs qu'on ne va pas pouvoir forcer à des gens. Ce sont des choix que les utilisateurs doivent faire d'eux-mêmes. Donc là, Gaia X est là pour leur permettre de prendre de telles décisions. Et on en arrive du coup à la définition de souveraineté, qui est contrôler ses ressources et mesurer son niveau d'autonomie, en général pour un périmètre géographique donné. Il y a au moins quatre types de champs d'action où je vois le mot souveraineté utilisé. La souveraineté de la donnée. Donc, quelles sont les règles, par exemple, d'utilisation, les terms and conditions d'utilisation, où est stockée ma donnée, qui va la traiter, par quoi elle transite. Donc, il y a un risk assessment à chaque fois qui est fait, à chaque fois qu'il y a une notion de risk assessment et une notion de niveau de confiance. La souveraineté numérique, donc on va pouvoir parler du niveau de portabilité, de réversibilité, de la gestion des licences. Si j'achète des licences à droite, est-ce que je peux utiliser la même licence à gauche? De la gestion de l'identité. En général, c'est le plus gros frein que l'on va avoir à la migration d'un service provider à un autre. C'est pas, la donnée, elle n'est pas portable en soi. La donnée, pour la simplifier, c'est un fichier zip. Ce qui est intéressant quand on va la traiter, c'est le logiciel qui est utilisé pour la traiter. C'est la licence attachée au logiciel pour la traiter. C'est éventuellement le login, Facebook Connect, le Google Connect qui est attaché à la licence qui permet d'utiliser le logiciel qui permet de traiter la donnée. Tout ça, il faut avoir la full stack en fait pour avoir ce niveau de contrôle. La souveraineté technologique, là on en a parlé plusieurs fois. On a des initiatives qui émergent un peu partout en Europe sur des notions de cloud souverain, cloud de confiance. Je laisserai détailler ça. La souveraineté technologique est également quelque chose que l'on va devoir mesurer et contrôler. On a des besoins de formation,
Et si la souveraineté technologique, c'est du coup savoir qui fournit mon service d'un point de vue pas juste qui le manage, mais qui le fournit et qui le maintient, sous quelle juridiction, qui m'amène du coup à la souveraineté juridique, à quelles lois sont exposés mes services, mes données sont soumises à quelle loi. Côté Gaia-X, donc du coup pour répondre à ce challenge, non des moindres, on a 3 délivrables, des spécifications techniques, du code source, qui est une implémentation de référence des spécifications techniques, et les labels. Je ne sais pas si je dois détailler encore un peu plus sur les spécifications techniques, le schéma d'architecture, les labels, ou... Rapidement, c'est peut-être l'architecture globale de Gaia-X, dans tous les cas, ce que vous promouvez en termes de framework. Donc on promeut, on part de l'observation. Qu'en Europe, on a à peu près 7 millions de citoyens. On a une population qui est limite plus grande que celle des États-Unis. On génère plus de données qu'aux États-Unis et on capitalise quasiment pas sur cette donnée. Donc comment est-ce qu'on crée des data spaces? Donc c'est des domaines virtuels qui permettent aux utilisateurs, aux participants d'échanger de la donnée. Mais d'échanger de la donnée, c'est pas de l'open data, c'est contrôler qui va utiliser ma donnée, dans quelle utilisation, comment je la monétise et comment je crée des data chain, comment je crée des valeurs de données qui sont assemblées les unes par rapport aux autres. Un exemple de scénario que l'on a sur lequel on travaille dans Gaia-X, c'est la supply chain et la revalorisation du recyclage des pièces automobiles. Quand je fais un pot catalytique, j'ai du titanium, j'ai des données rares dedans, au niveau de la construction du pot jusqu'à son intégration. Donc ça, c'est un constructeur. Le constructeur du pot catalytique va le vendre éventuellement à plusieurs intégrateurs, à des constructeurs de voitures. Les voitures vont avoir tout un cycle de vie, le garage, la réparation, puis à un moment donné, ça va arriver dans une casse. Et le ferrailleur, comment est-ce qu'il sait combien il a de terres rares dans son pot catalytique et tout, dans toutes les autres pièces de la voiture. Et ça, c'est de l'échange de la donnée, pour permettre en fait de recycler ça. Et ça a une empreinte écologique, ça a également des impacts sociétaux. Voilà ce qu'on fait un peu, ce qu'on essaie d'activer et de promouvoir côté Gaia-X. En un seul mot, ça serait du coup la transparence pour permettre aux utilisateurs de favoriser l'échange de leurs données et de créer ces chaînes de valeur. Merci Pierre. Alors je ne vais pas ouvrir le débat, mais effectivement, on a quelques sujets de discussion sur la notion de souveraineté, sur la notion de confiance. Mais je ne vais pas ouvrir le débat maintenant parce que ce n'est pas le lieu. On est plus ou moins d'accord quand même. On est plus ou moins d'accord, absolument. Non, je parlais maintenant du Hub France de Gaia-X parce que pour faire tout ça, une initiative a été lancée par l'association internationale de droit belge Gaia-X de créer au sein de demander à chaque État membre de l'Union européenne de créer des hubs nationaux pour fédérer les acteurs, les parties prenantes intéressées par les buts poursuivis par Gaia-X. Et donc, à ce titre, Cédrico, le secrétaire d'État chargé du numérique, a confié au CIREF le soin d'organiser et d'animer ce hub de Gaia-X en France, le Hub France de Gaia-X, autour de quatre missions, et de le faire en partenariat avec plusieurs acteurs. Il y a d'abord l'Académie des technologies qui porte plutôt un enjeu prospectif sur le thème du cloud de confiance européen. Il y a également le pôle de compétitivité systématique qui est donc associé, partenaire du CIREF dans le pilotage de ce hub. Il y a également Numéum, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne l'ont pas perçu, c'est la fusion de Syntec Numérique et de Tech in France. Et il y a l'IMT, l'Institut Mines Télécom, qui sont donc, nous sommes tous donc au sein de ce comité de pilotage pour piloter ce hub avec 4 missions principales: animer le hub et promouvoir Gaia-X en France, mobiliser les acteurs, incuber ensuite des projets qui sont destinés à alimenter les data space au niveau européen, qui sont pilotés, eux, par l'association Gaia-X, notamment à travers des groupes de travail sectoriels. Je vais rapidement vous les présenter. Structurer les échanges entre ces groupes de travail sectoriels et la ISBL Gaia-X, l'association Gaia-X. Et puis enfin, dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'association
l'association Gaia-X, les hubs nationaux des autres États. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de hubs qui ont été constitués dans une vingtaine d'États en Europe, mais également avec l'administration française pour valoriser les initiatives qui sont montées au niveau du Hub France. Alors aujourd'hui, le Hub France a incubé 12 dataspaces sectoriels. Alors je vous les cite rapidement, vous allez voir, c'est intéressant cette diversité sectorielle et chacun peut s'y retrouver. C'est énergie, finance, éducation et compétences, santé, smart manufacturing et industrie 4.0, les industries culturelles et créatives, ce qu'on appelle le dataspace Green Deal, autour des enjeux écologiques. Agriculture, un dataspace agriculture, un dataspace sur la mobilité, sur les mobilités en général, sur les données d'origine spatiale, sur l'industrie aérospatiale, sur les activités maritimes. Vous voyez, ce sont déjà 12 groupes de travail qui ont été incubés. Il y en a 8 sur ces groupes de travail qui sont déjà passés en phase d'implémentation au niveau européen. Donc on a fait tout ça en à peu près un an et c'est un succès que l'on peut mettre à l'actif de l'ensemble de cette communauté qui s'est fédérée autour du Hub France de Gaia-X. Ce sont aujourd'hui plus de 600 personnes qui représentent 300 organisations différentes de toute nature. Ce sont beaucoup d'entreprises, entreprises utilisatrices, entreprises qui fournissent de la technologie, mais également des organismes de recherche, des organismes universitaires. Oui, j'avais oublié, parmi les partenaires du Hub, il y a bien entendu l'INRIA, ce qui est très important, et tout ça avec le soutien de la Direction générale des entreprises. Ils voudront bien m'excuser. Et notre volonté au sein du Hub France, avec l'ensemble de ses partenaires, c'est bien de porter la voix de la France dans cette démarche fédératrice de Gaia-X en faveur de ce que l'on appelle la 4e liberté importante en Europe, liberté de circulation des données dans un espace de confiance. Cette liberté qui s'ajoute à la liberté de circulation des biens, la circulation des capitaux, circulation des personnes, bien entendu. Cette circulation des données sur le territoire de l'Union européenne doit être le principal facteur de la croissance, de la prospérité future de notre continent. Voilà. Et puis également, un deuxième objectif majeur, c'est de ne pas laisser à d'autres le soin de tirer la valeur des données européennes au profit exclusif de leur propre modèle d'affaires. Vous comprendrez ce que je veux dire. Henri Dagrand, là, vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'open source à l'intérieur de Gaia-X. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus où elle se situe, l'open source dans J'y arrive. Alors c'est dans ce cadre de la démarche que le Hub France assure la promotion de l'open source auprès de sa communauté. En présentant d'abord des solutions open source qui sont déjà industrialisées et opérantes, et en faisant la promotion notamment de l'offre de services de la fondation Eclipse, dont peut-être Pierre nous parlera un peu plus tout à l'heure. Alors cet écosystème de l'open source en France, il existe, il présente de nombreuses solutions. Si j'ai bien compris, dans tous les domaines des besoins des entreprises, que ce soit sur toute la chaîne infrastructure, où aujourd'hui l'open source est massivement présent, mais également, comme on l'a montré tout à l'heure, sur les sujets d'outils collaboratifs, sur la visio, la blockchain, l'IoT, on peut le voir sur ce salon, qui sont portés par un grand nombre d'entreprises. Si j'ai bien compris, c'est aujourd'hui 6 milliards d'euros de revenus pour la communauté open source en France, qui représente 70 000 personnes, tant chez les éditeurs, les intégrateurs que les grandes entreprises qui entretiennent une capacité en open source. Voilà, alors concrètement, le Hub France s'appuie essentiellement sur le Hub Deep Tech open source du pôle de compétitivité systématique, qui participe directement aux travaux du Hub pour passer de la phase de conception à la phase d'implémentation technique des solutions open source dans Gaia-X. Et puis également, concrètement, la fondation Eclipse, qui aide à la fois à être le réceptacle de ces solutions open source, notamment pour assurer la gouvernance de ces solutions, pour gérer leur évolution, mais également pour gérer la propriété intellectuelle de ces solutions. Et donc, si je voulais conclure rapidement, c'est de vous dire, rejoignez le Hub France de Gaia-X si vous souhaitez contribuer dans le cadre de vos travaux open source à cette belle initiative absolument indispensable pour l'avenir de l'Europe, parce que, soyons-en convaincus, si ce n'est pas Gaia-X qui réalise ce cloud de confiance dont l'Europe a besoin, ce sont d'autres continents qui s'en chargeront à notre détriment.
Merci Henri Dagrin. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que le parrain, Stéphane Rousseau, a peut-être une question? Il y a Pierre qui n'a pas fini parce que... Il y avait sur la partie Eclipse et je vous donne la parole. Non, pas qu'Eclipse, c'est l'open source maintenant véritablement dans GaiaX. Merci, il n'y a pas du tout de pression du coup sur le succès de GaiaX par rapport à l'Europe. Donc l'open source dans GaiaX, c'est un prisme avec différentes considérations. D'abord, il y a GaiaX s'applique à utiliser de l'open source pour ses besoins internes. Première chose, on a une façon de lire en anglais le dog food ou eat your own food, de dire ben voilà, GaiaX, si on promeut l'open source, il faut qu'on puisse l'utiliser nous-mêmes. À ce sujet, on utilise Nextcloud, on utilise une solution qui va être déployée par Vortex, qui sont ici sur le salon, sur lesquels on a toute confiance. Après, il y a certains services en interne dans l'association qui ne sont pas open source. Il y a, comme on l'a dit précédemment, une certaine adhérence technologique. Le fait qu'il faut qu'on puisse satisfaire nos membres et nos employés. Donc on ne peut pas se permettre de tout changer du jour au lendemain. Et malheureusement, il y a un petit peu d'adhérence, de friction là-dessus. Donc on ne peut pas juste révolutionner tout, même si on aimerait bien. L'autre point de vue que l'on peut avoir sur l'open source et GaiaX, c'est le développement des... Donc j'ai mentionné qu'il y a eu dans GaiaX, il y avait 3 délivrables, les spécifications techniques, le code source, l'implémentation de référence et les labels. Le source code qui est développé dans GaiaX et dans tous les projets qui sont autour de GaiaX sont faits de façon open source, puisque s'il n'y a pas d'open source là-dessus, il n'y aura pas de transparence et on ne sera pas capable de prendre des décisions dont on a besoin pour permettre ce que j'ai énoncé précédemment sur les data space. Ça ne veut pas dire néanmoins que dans les catalogues AX, tout sera open source. Ce n'est pas le Woodstock de la donnée où tout est open. Il y a de la monétisation, il y a de la propriété intellectuelle. On est là pour promouvoir un certain niveau de transparence afin de gagner en autonomie. Mais dans les catalogues, il y aura également des logiciels propriétaires. Sur la place de l'open source également dans GaiaX, il y avait une considération qu'il y a à prendre. Quand on choisit des spécifications techniques pour l'implémentation, c'est non seulement la licence, est-ce que c'est projet open source ou pas, quelle est la licence appliquée à ce logiciel. Il y a du Friend, du Frenzy, il y a Royalty Free, il y a des brevets potentiellement à l'intérieur. En Europe, s'ils ne sont pas reconnus, ils sont au moins reconnus à l'étranger. Donc ça, il faut être au courant. En fonction de la façon dont le projet, qui gouverne le projet, quelle est la gouvernance du projet, il y a un orchestrateur de containers qui est très connu dans l'industrie. La gouvernance du projet est gérée dans les mains d'une seule boîte. Donc même si c'est open source, faire rentrer un élément dans leur roadmap technique est extrêmement difficile. Donc open source n'est pas la solution miracle juste toute seule. Et enfin, le support de l'open source, je vais l'étendre dans GaiaX. Tout ce que l'on délivre, c'est à vocation d'être faire. Donc findable, accessible, interoperable and reusable. Et c'est sur cet état d'esprit que l'on délivre tous nos artefacts dans GaiaX pour donc plus que de l'open source, mais également la gouvernance à côté, les licences, la configuration, puisque le même logiciel open source, en fonction de qui le maintient en conditions opérationnelles, avec quelle configuration, ça va se comporter de façon différente. Voilà, l'open source dans GaiaX, c'est un vaste sujet. Pour l'association, à l'extérieur de l'association, comment c'est vu, mais en tous les cas, on voit que c'est une réponse nécessaire, un élément nécessaire. Où en êtes-vous avec la Fondation Eclipse ? Donc, au niveau des projets, on a différents projets qui sont en cours de développement. Il y en a 2 qui sont 2 appels à projets financés par les États, respectivement allemands et français, qui sont développés en tant que projet. Le premier, on le sait, c'est acté en tant que projet Eclipse. Le deuxième, c'est en cours de négociation. Merci beaucoup. Et je redonne la parole éventuellement à la salle s'il y a des questions, ou sinon à Stéphane Rousseau si jamais il veut aussi intervenir en tant que parrain sur cet aspect-là. Il y avait un sujet sur lequel je peux me permettre pour réagir tout à l'heure à ce que vous avez dit, sur l'éducation. Il y a de l'adhérence, en effet, et il y a un chemin court qui serait, on force, mais ça crée beaucoup de frustration. Il y a un chemin un peu plus long, mais qui marche en une génération. C'est au lieu de promouvoir maintenant des cursus universitaires qui sont sponsorisés par des offres non open source, de les financer et de les promouvoir l'utilisation de logiciels open source sur nos étudiants actuellement, parce que nos étudiants actuellement sont les futurs décideurs qui seront un jour ici à cette table. Donc c'est le chemin long, la voie longue, mais au moins celle-là on sait que potentiellement elle marche. C'est une piste envisagée. Stéphane ? Il y a des questions dans la salle peut-être ? Pas à ce stade. Merci, pas de questions particulières, mais en tout cas merci d'avoir rappelé que l'open source est un vecteur de transparence. Ça, je pense qu'on ne le dira pas assez. Et en termes finalement de sécurisation des entreprises,
c'est quand même un avantage considérable qu'on ne retrouve pas ailleurs, et c'était bien de pouvoir le mentionner. Merci. Philippe Montargès qui voulait peut-être intervenir et qui interviendra après de toute façon. Oui, bonjour. Je voulais intervenir par rapport à ce que disaient Henri et puis Pierre. Il est important aussi que ces projets open source soient adressés à l'écosystème français et que dans les futurs financements au projet ou appels à projets et financements, ça soit bien fléché et possiblement fléché vers l'écosystème. Absolument, oui, je sais, j'ai oublié de le dire, j'ai pas pris le temps de le dire, mais effectivement, il est important et c'est un des axes de travail que se donne le Hub France pour les mois qui viennent. C'est bien d'aider l'ensemble de la communauté open source nationale à identifier les bons financements pour développer des projets, notamment qui pourront s'inscrire dans le cadre de Gaia-X. On va rester sur cette notion d'écosystème. Déjà, on va remercier Henri Dagrin et puis Pierre Gronlier pour leur intervention. Et je vais donner la parole à Philippe Montargès justement sur cette partie écosystème. Donc Philippe Montargès est président du Hub Open Source du pôle de compétitivité systématique dont on a évoqué un petit peu tout à l'heure. Et je lui donne la parole maintenant. Donc j'ai la tâche de vous présenter, de faire un teasing en fait. Je vais faire un teasing sur 2 études qui viennent de sortir en 2021, sur 2 études qui me paraissent majeures pour analyser un petit peu l'écosystème, tant sur le plan européen que sur le plan national. Je pense qu'il faut se situer sur les 2 enjeux. Juste pour commencer, avant de commencer, je voudrais faire on voit que l'open source depuis ce matin est au cœur de la plupart des réflexions, tant sur les sujets de souveraineté que sur les problèmes d'éthique, sur les problèmes de sécurité. L'actualité, on va dire depuis 2020 ou depuis un certain nombre d'années, elle peut se situer à plusieurs niveaux. On voit qu'effectivement, déjà depuis quelques années, il y a un phénomène majeur, c'est que l'open source devient un mainstream. On peut rappeler quand même le rachat à l'époque, mais qui était le premier fait majeur à mes yeux de cette consolidation et cette présence, cette montée en puissance de l'open source, le rachat par IBM de Red Hat, ensuite Microsoft qui a racheté GitHub, et on le verra dans l'étude qui vient après de l'OFE que GitHub était une des sources d'analyse forte de la puissance de l'open source dans l'économie européenne. On voit que Google et Facebook font les yeux doux, plus que les yeux doux aux développeurs depuis un certain nombre d'années. On voit qu'au niveau français, il y a des choses qui se passent. L'implantation de l'Eclipse Fondation dont on vient de parler en Europe, puisque c'était acté depuis l'année dernière, c'est une fondation européenne. On voit le lancement de Gaia-X, qui est un facteur aussi pour nous important et dans l'actualité. La création de Clidia, qui est une association qui vise à défendre les intérêts de tous les gens, alors propriétaires ou open source, mais qui veulent défendre un cloud, pour le coup, souverain et qui assure une indépendance technologique. Je parle effectivement du rapprochement d'Alterway et de Smile, qui pour moi est un fait majeur sur l'écosystème en France, puisque ça crée le premier leader européen de l'open source en Europe. Donc. Et puis l'introduction d'OVH et la montée en puissance d'OVH, qui est aussi un facteur clé de cette montée en puissance de l'open source européen. En Europe, on voit que l'Europe a précisé depuis 2020 sa stratégie open source, et on verra que ça a débouché effectivement sur le lancement d'une étude que je présenterai les grandes conclusions tout à l'heure. On a aussi la création des OSPO, qui est un fait majeur en Europe et qui a été repris en France. Et demain, j'espère qu'Amélie de Montchalin pourra nous en expliquer un peu plus précisément sur sa stratégie par rapport aux OSPO. Et puis, il y a des autres événements majeurs. Il y a la publication de l'étude de l'OFE dont on parlera tout à l'heure. Et puis, la création de l'APEL, qui est l'association européenne des opérateurs et des entreprises open source européennes. En France, on a eu depuis quelques années beaucoup d'événements aussi. Depuis 2 ans, ça s'est accéléré. Le rapport Botorel, qui a débouché, qui est sur pas mal de conclusions intéressantes. On a le Premier ministre, l'été dernier, qui a publié une lettre qui poussait à l'utilisation plus forte dans l'administration de l'open source. On a l'ouverture du code source par la French Connect. On a l'open source qui est considéré comme un catalyseur d'innovation numérique. Et surtout, le poids, là, on voit que la mise en œuvre se fait au niveau des régions, on y reviendra. On a un renforcement de l'open source dans les administrations avec cette circulaire de Montchalin qui devrait déboucher concrètement. Et puis, on a le dernier effet, on avait ce matin à l'ouverture de l'Open Source Experience, Philippe Latombe qui nous parlait de son rapport parlementaire sur l'état de l'open source en France.
tout ça pour effectivement marquer le fait que l'open source devient un point important. Et les deux études dont je fais le teasing, mais pour que je vous invite à aller les lire, parce qu'elles font l'étude de l'OFE fait 350 pages, celle du CNL systématique, un peu moins, mais comme cinquantaine, soixantaine de pages. Mais j'en ai tiré quelques conclusions majeures. Alors, je vais commencer par l'Europe. On va commencer par l'Europe plutôt que la France. Ça me paraît important parce que cette étude-là est très intéressante. Elle a été lancée par la French Offer Institute et l'Open Forum Europe. Elle est financée par la DG Connect de la Commission européenne. Elle focus effectivement, cette étude-là, elle a un point important, c'est qu'elle va faire centrer son étude sur l'impact économique que représente la fabrication, la contribution, le système de fabrication du logiciel et du code open source. Les composantes de cette étude sont au nombre de 4. Première phase de cette étude, dans le premier chapitre, ils ont recensé toutes les études qui ont été faites dans les années précédentes en les catégorisant et on faisait voir effectivement les enjeux de chacune de ces études. Il y a une deuxième phase qui est l'analyse purement économétrique et notamment c'est là où il y aura une conclusion intéressante, c'est la contribution, de voir comment la contribution de l'open source par la contribution à la richesse, à la création de valeur en Europe. La troisième phase, qui est une phase d'analyse sur la base d'un questionnaire envoyé à 900 avec 900 répondants, 900 entreprises européennes qui ont répondu, et sur les critères d'adoption et les bénéfices que retirent les répondants à l'adoption de l'open source. Et puis une dernière phase qui me paraît intéressante, analyse des politiques publiques. J'ai volontairement, dans mon exposé, je n'ai pas traité un cinquième point de cette étude qui parle de l'open source hardware, qui est un point important pour ceux que ça intéresse. Ça existe dans cette étude parce qu'effectivement l'open hardware est un sujet réellement important et qui va l'être de plus en plus avec notamment les crises de semi-conducteurs qui se présentent. Alors, si on regarde cette étude rapidement, on peut aller à l'essentiel. C'est qu'il y a eu beaucoup de publications qui sont sorties depuis une dizaine d'années sur l'open source. La plupart démontraient l'importance du lien entre innovation ouverte et open source. C'est beaucoup d'études qui ont porté là-dessus. D'autres ont porté effectivement sur la microéconomie et sur l'économie de l'open source. Le modèle économique, les types d'acteurs qui fonctionnaient, les chiffres d'affaires, les revenus générés par ces activités-là. Et il y a eu très peu d'études, c'était une des conclusions, c'est ça qui est intéressant dans cette étude, il y a eu très peu d'études qui ont mesuré l'impact de l'open source sur le PIB, sur la valeur créée. Et c'est ça qui est intéressant dans cette étude-là, et je vous invite vraiment à lire cette étude-là, parce que c'est ça qui est important dans cette étude-là, c'est la contribution et la génération de revenus liés à l'open source. Alors, les conclusions que j'en ai retirées très rapidement, parce que l'étude nous fait 350 pages, je vous amène à la lire encore, mais on voit qu'il y a eu plus d'1 milliard d'investis par les différents gouvernements de tous les États, des 27 États européens. Et surtout, c'est le chiffre qu'a annoncé ce matin Jean-Luc Bella en introduction de l'Open Source Experience, c'est que ça a généré une création de 65 à 90 milliards, 85 milliards d'euros de valeur de PIB. Donc c'est un impact économique majeur pour 1 milliard d'investis. Un autre point important, et cette analyse économétrique, je ne l'ai pas précisé, elle a été faite sur la base des contributions, notamment GitHub. Donc ils ont analysé les 10 000 contributions de GitHub sur un laps de temps. Ils en ont retiré 2000 qu'ils ont confronté effectivement à une base de données économique Amadeus. Et à partir de là, ils ont pu établir tous ces chiffres-là. Donc c'est un travail assez poussé qui a été mené par l'OFE. Et notamment, sur les 260 000 contributeurs individuels qui représentent une production de code équivalent à peu près à 16 000 développeurs à temps complet, c'est important. Mais j'aimerais bien savoir, on n'a pas les chiffres, mais j'aimerais bien savoir, avoir l'équivalent de ce chiffre-là sur la plaque asiatique, notamment en Chine, et avoir l'équivalent de ce chiffre-là sur les USA. Parce que c'est ça qu'il faudrait comparer pour voir en quoi l'équivalent temps plein de développeurs génère ou pas. Et dernier point que j'ai retiré de cette étude, c'est qu'effectivement, si on augmentait cette contribution de 10%, on voit qu'on pourrait créer une augmentation de ce chiffre de 100 milliards d'euros de création de valeur, ce qui représenterait la création de 1000 entreprises dans le numérique. Donc on voit que de généraliser le modèle open source, de généraliser la production de code de comités,
c'est effectivement un acte qui est important et qui contribue à la richesse de l'Europe. Là-dedans, la France, c'est ce qu'on souligne là-dedans, est en 3e position derrière l'Allemagne et l'Angleterre. Ce qui m'amène à dire que quand on avait fait l'étude il y a 2 ans ou 3 ans, dans le cas du Power et Open Source Summit, où on situait la France comme première nation européenne, je ne suis pas si sûr de cela. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, on se situe en 3e nation contributive en termes de commit sur GitHub, lié à l'open source. Donc l'enjeu est là, et je le répète, il faudrait comparer ces chiffres-là par rapport à nos compétiteurs que sont les Chinois, que sont les Coréens, que sont les Américains. Sur la 2e phase de l'étude, qui passait par un questionnaire auprès d'un certain nombre d'entreprises, on voit qu'ils ont analysé là les réponses sur des critères voilà, tous les critères qui étaient notamment sur les principes d'adoption. Alors on ne voit pas bien si en haut, c'est bon. Les critères d'adoption de l'open source. Donc effectivement, c'est les choix. Ils avaient 5 critères à choisir sur cette liste-là, et donc la classification s'est faite d'ordre décroissante. Donc les premiers critères qui ressortent, effectivement, c'est effectivement de trouver des solutions techniques adaptées dans l'open source. 2e critère, et c'est pas absurde, c'est effectivement éviter le vendor locking. Le 3e critère qui ressort, effectivement, c'était d'être contribué à améliorer l'état de l'art, notamment dans le développement. On voit finalement que ces critères-là, si on les compare aux principaux bénéfices que ces répondants attendent de l'open source, on voit que ce qu'ils trouvent dans l'open source quand ils l'ont utilisé, quand ils l'ont adopté, quand ils l'ont mis en œuvre, c'est plutôt le standard qui s'impose comme le premier critère d'adoption. Que la qualité et l'amélioration du code est un 2e critère, donc la partie qualitative et qualité du code est un critère important dans les bénéfices retenus par l'open source, que l'indépendance par rapport aux providers propriétaires est important aussi, un 3e critère. Donc c'est intéressant, il n'y a pas des grandes surprises, on voit que l'aspect coût n'apparaît pas, en tout cas dans les premiers critères retenus dans les 2 cas. La partie sécurité non plus? La partie sécurité non plus, ou aussi c'est situé assez bas dans le... Ouais, ça... High Security, Software of Hardware, c'est en position, ouais. Dernière phase de cette étude, c'était effectivement l'analyse des politiques publiques dans les différents pays européens. Alors la plupart des pays européens ont des politiques de soutien à l'open source, en général centrées auprès du secteur public. Toutefois, ce qui ressort de cette étude, c'est que ces politiques nationales, finalement, elles sont mises en œuvre, en fait, que concrètement, la mise en œuvre concrète, opérationnelle, opérante de ces politiques nationales, elle se passe souvent par les régions. Et les grandes régions d'Europe qui sont en avance là-dessus, c'est la Catalogne, par exemple, qui est un modèle, mais aussi, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine en France. Il y a très peu de régions, finalement, qui mettent dans leur feuille de route une politique de soutien à l'open source. Et on se dit que c'est au niveau, s'il y a un sujet qui peut être pris par les régions pour porter l'open source au niveau proximité, c'est bien celui-ci. La Commission européenne a poussé à la création des OSPO, on en a parlé tout à l'heure, et c'est un point important dans les politiques européennes. Alors la différence avec l'Asie, et c'est là aussi quelque chose qui ressortira tout à l'heure, c'est que on voit que les politiques de soutien du secteur public portent essentiellement sur le secteur public en Europe. C'est-à-dire que c'est tous axé sur un soutien à l'administration, au fait que l'open source bascule l'administration, pousser ce que font nos gouvernements et ce que font d'autres gouvernements. Il y a très peu de soutien, effectivement, à une adoption ou une politique volontariste pour que le secteur privé adopte lui-même l'open source. Ce qui est le cas en Corée, par exemple, où ils ont mis en place une vraie stratégie d'agence qui permet effectivement localement d'aider à former des compétences en open source, à gérer les problèmes de gouvernance, mais à destination du secteur privé, pas du secteur public. C'est une approche très volontariste parce qu'ils sont conscients, ils ont pris conscience qu'un secteur privé qui adopte l'open source se donne des armes pour gagner des places de marché. C'est la conclusion qu'on peut en tirer, en tout cas, j'en ai tiré. Et je milite effectivement pour que nos gouvernants
ne soit pas ethnocentré que sur le secteur public. Et si on fait un focus sur la France et on va déboucher sur la deuxième enquête, on voit qu'effectivement, le soutien de la politique publique se fait beaucoup en France. La politique open source se fait beaucoup à destination des administrations, notamment avec un point fort sur la gestion des compétences, sur effectivement la politique de déploiement, la politique d'achat. Mais à destination du secteur public, on voit qu'il y a très peu de points forts, notamment en gouvernance, où on ne supporte pas le secteur privé. Et il n'y a qu'au niveau de l'accompagnement des communautés et des fondations qu'il peut y avoir une espèce de soutien affirmé. Donc, la conclusion de cette étude, c'est effectivement et de ce focus sur la France, c'est que le soutien au secteur privé et entre guillemets, de titiller le secteur public, d'infuser plus l'open source dans le secteur public, et c'est pour ça que c'est intéressant de présenter ça auprès des DSI là, aujourd'hui, c'est un point important. Alors, ça m'amène à enchaîner sur le focus de la deuxième étude, c'est l'état des lieux qui a été fait par Systématique, par CNLL et 2 clusters de régions qui sont Solibre et Naos, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, c'est ça, sur la filière. Donc, avec 5 axes qui ont été dans cette étude. Donc, cette étude a été menée en début d'année. Il y a eu 130 ou 140 répondants à cette enquête, 130 PME. Elle s'adressait qu'à des entreprises full player open source, c'est-à-dire des gens qui ne font que de l'open source, des offreurs qui ne font que de l'open source. Avec 5 axes. Donc un focus sur les entreprises, l'état des lieux des entreprises, notamment l'objet de cette étude était de voir un petit peu, à la sortie de cette crise sanitaire, de voir un petit peu dans quel état étaient les entreprises de l'open source et quelles étaient leurs perspectives. Il y avait donc ce ressenti par rapport au Covid, puis il y avait un enjeu fort qui était sur la souveraineté numérique, voir comment ils se positionnent par rapport à ça, sur l'éthique et le numérique responsable, et un enjeu fort sur la partie territoire. Alors les synthèses, c'est une infographie très claire, et j'en aurais terminé, et vous pourrez consulter cette étude en la trouvant sur le site de Systématique, de CNL. Ce qu'on voit, c'est que la cartographie et l'état des lieux des entreprises, l'écosystème, et ce n'est pas une surprise pour ceux qui sont habitués de l'open source expérience, l'écosystème est constitué majoritairement de PME, à 86%, 87%, ce qui veut dire qu'il y a très peu de place pour des ETI au-dessus, et très peu de start-up. Donc c'est essentiellement des PME, des TPE. 20% d'entre elles réalisent du chiffre d'affaires comme à l'international. Plus de 60% envisagent de recruter. Donc en début d'année, cette étude est sortie en juin, donc envisager de recruter dans l'année qui venait. Donc c'est un point important. Donc il y a toujours cette demande forte en termes de recrutement qui est un point important. Et surtout, 80%, plus de 80% des dirigeants de cet écosystème étaient confiants par rapport à l'avenir, et ça reprend les termes de tout à l'heure où on disait qu'il y avait une certaine forme d'optimisme et de confiance qui régnait. La deuxième cartographie part sur la partie, on va dire, évolution des modèles économiques des entreprises de l'open source. Et on voit là qu'effectivement, le modèle éditeur est celui qui est le plus confronté à une mutation de son modèle économique. Il passe d'un modèle de souscription à un modèle de vente par add-on et par fonctionnalité complémentaire à un modèle de consommation à l'usage. Donc ça, c'est un point qui est très important, qui apparaît dans cette étude-là, alors que pour les modèles de service, purement de service, on voit que la répartition entre temps passé et forfait se maintient et continue à pousser normalement. Sur le sujet de la souveraineté, donc l'infographie, on voit que il y a une prise de conscience, on va dire c'est normal, parce que l'écosystème, l'ADN des entreprises open source, c'est comme je dirais d'être plutôt enclin à favoriser la souveraineté numérique. Donc il y a 90% qui adoptent et qui sont prêts à s'engager dans une stratégie de souveraineté numérique, mais 60% des répondants qui considèrent que par contre les pouvoirs publics, l'administration ne les aide pas dans ce sens-là. Et donc qui considèrent qu'il faut en priorité favoriser l'achat local, accompagner le développement de la filière, favoriser les PME du logiciel libre dans la commande publique, faire une espèce de Small Business Act, et améliorer la formation et les compétences qui sont un enjeu crucial puisque c'est un tissu de PME qui a des difficultés à recruter. L'accès au marché de l'emploi, l'accès à la formation est un point important pour le développement d'une PME et d'une ETI.
Sur l'éthique, qui est le point qui avait été analysé, 80% considèrent une politique éthique aussi qui est engagée. C'est-à-dire s'engagent résolument dans cette politique d'éthique, de numérique responsable, et poussent là-dessus. A contrario, donc, en reprenant toutes les définitions de ce qu'est une politique éthique, respect des standards ouverts, priorité au logiciel libre, contribution, formation des salariés, développement de communs numériques, coopération et solidarité dans l'écosystème, pérennité des données et indépendance des clients, respect des droits humains et sociaux, respect de la santé et de l'environnement. Beaucoup d'entreprises de l'écosystème sont prêtes à s'engager et s'engagent. Mais, constat, et là c'est un sujet, c'est un constat qui est celui qu'on peut faire tous à nos niveaux, c'est que 60% ou 37% considèrent que leurs clients ne sont pas prêts. Leurs clients ne sont pas prêts à acheter des solutions qui sont faites de manière éthique et responsable. Donc il y a un déphasage entre effectivement qui s'opère et on voit que la bataille sera gagnée, mais ça c'est comme pour l'écologie, quand on pourra faire du business avec de l'open source pour les clients. Et quand l'éthique et le responsable sera source de business, on pourra passer le palier d'après. Voilà, j'en ai fini pour cette étude. Je vous invite vraiment fortement à aller la télécharger, la lire. Il y a beaucoup d'autres choses intéressantes à dire. Philippe Montargès, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a une qui est au fond. Alors je vais peut-être descendre comme ça avec le micro. Ça sera plus facile. Bonjour, merci pour tout ce que vous nous avez présenté. J'ai une question juste sur le dernier, là. Elle est simple, claire et toute simple. Comment vous expliquez que quand on est dans un contexte de demande de taux de disponibilité élevé, le ROI de toute solution open source est défavorable vis-à-vis d'une solution éditeur ou entreprise? Si quelqu'un peut m'aider en assistance, mais... La parole est à la défense. Le constat, je ne suis pas à 100% d'accord avec le constat. Okay. Donc, je ne pourrais pas répondre complètement à la question. Je pense pas... Je pense qu'il faut parler de modèle économique. Effectivement, la création de valeur ne s'opère pas au même endroit dans le modèle économique d'un revenu open source. Et vous l'avez expliqué dans une de vos slides où vous dites que pour la TPE et la PME, dans le contexte où il n'y a pas de forte demande de très haute disponibilité, l'open source, et il y a une adhérence à l'open source, les gens le prennent. Dès que l'exigence monte, où ces entreprises-là montent en exigence disponibilité, taux de disponibilité, elles baissent. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises, ce n'est pas parce que c'est culturel sur une grande entreprise, c'est qu'au fait, quand on rajoute tout le middleware et tout ça pour avoir un taux de disponibilité, un PC, un PRA sur de l'open source, le coût devient supérieur à une solution complètement packagée au constructeur, opérateur. Je ne sais pas, parce que je pense que dans même un exemple pour une base de données. Je vais prendre le cas PostgreSQL où il faut rajouter un ETCSD. Il y a 3 composantes à rajouter pour avoir de la haute disponibilité. Quand on prendrait son équivalent Oracle, on a un Oracle RAC ou un Oracle Parallel Server qui lui-même arrive avec une solution full haute disponibilité. Et là, où vous aurez besoin d'un seul administrateur dans un cas, il vous en faudra 3 ou 4 dans l'autre. Et ce qui fait que le ROI... Moi, je crois que cette question de la création de valeur et de la rentabilité du logiciel libre et de l'open source, c'est quelque chose qui s'analyse de manière, dans le temps d'une manière différente. Je pense qu'on ne peut pas comparer du tout... déjà des notions économiques de CAPEX et d'OPEX, on ne peut pas comparer des logiques d'investissement qu'on amortit, on ne peut pas comparer... C'est un cycle complètement différent. Et je pense que, en plus, la création de valeur de l'open source passe par le fait que, à côté du fait qu'il y a peut-être effectivement de la souscription complémentaire pour tel ou tel module, vous créez
en utilisant des solutions open source, vous créez aussi, vous internalisez parfois souvent ces compétences en interne, donc vous assurez une garantie et effectivement une forme de pérennité de la solution qui fait que derrière, en final, ça vous coûtera beaucoup moins cher en termes de maintenance et de support. Oui, puis peut-être avec un peu de sarcasme, j'oserais ajouter que l'équation économique entre PostgreSQL et Oracle est peut-être dans le sens qui a été décrit dans la salle, et je dirais jusqu'au renouvellement du contrat. Peut-être une... Oui. Alors, à côté de vous. Allez-y. En effet, mon expérience me montre que capitaliser sur de la formation en interne des employés sur du Postgre, à terme, sera plus bénéfique que se retrouver les pieds et mains liés sur une licence qu'on ne pourra pas exporter. La configuration d'une DB Oracle avec de la réplication, c'est la même configuration, c'est la même complexité que sur du Postgre ou du MariaDB ou du MongoDB ou du MySQL. Il y a également un serveur de données, il y a également l'équivalent d'une base de données clé-valeur, il y a également un zookeeper. C'est pas parce que la complexité est cachée sous une forme de première année de licence un peu moins chère que ça résout le problème. J'ai peut-être une question au niveau européen là, sur l'étude. Aujourd'hui, on entend parler des négociations sur le Digital Market Act. Est-ce qu'il y a des éléments qui vont être négociés autour de l'open source sur cette partie-là et peut-être poussés aussi par la présidence française? À titre personnel, je n'ai pas plus d'informations que ça sur le sujet. Je ne sais pas si d'autres personnes ou dans l'assistance. Je n'ai pas de position là-dessus. C'est une question ouverte. Merci beaucoup Philippe Montargès. On va passer maintenant la parole pour la dernière intervention. Je vais inviter Guilhem Bourgoin, qui est DSI de Matouma, à prendre la parole et puis à nous expliquer un petit peu son retour d'expérience sur la partie Move to Cloud et puis l'implication de l'open source sur cette migration vers le cloud. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi je m'appelle Guilhem Bourgoin, je suis DSI de Matouma, qui est une société montpelliéraine, et je vais vous expliquer aujourd'hui tous les processus de décision qui nous ont amenés à faire une migration vers le cloud. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la société, tous les différents enjeux qu'on peut avoir et qui expliquent aussi cette migration. Ensuite, on va parcourir ensemble, par exemple, les enjeux financiers et les enjeux techniques, parce que c'était les deux principaux enjeux qu'on avait. Et ensuite, on verra tout ce que ça nous a apporté. Pour commencer, je vous présente Matouma. Matouma, c'est une société montpelliéraine qui existe depuis 9 ans maintenant. On a à peu près 1 million de cartes SIM actives parce que nous, notre but, c'est de vendre des cartes SIM pour faire des objets connectés. Donc on travaille avec des opérateurs, des mono-opérateurs ou même des cartes SIM multi-opérateurs. Et comme on peut voir sur le salon, l'IoT et le M2M, c'est assez à la mode. Et c'est pourquoi on a souvent besoin de cartes SIM en ce moment pour connecter les objets. En tout, on a 2500 clients, un peu plus même, quasiment 1 million de cartes SIM. On a des accords avec une dizaine d'opérateurs. Et on ne vend pas que de la connectivité et des cartes SIM. En fait, on vend un ensemble de services autour et c'est là où ça commence à devenir techniquement intéressant. Par exemple, on a des API, bien sûr, pour pouvoir se connecter. On a une plateforme qui s'appelle le M2M Manager qui permet justement à nos utilisateurs de gérer leur parc. Et également de pouvoir voir leur consommation de leur carte SIM et mettre des alertes sur ces consommations-là. C'est extrêmement important pour eux, parce que certains opérateurs nous permettent d'avoir les consommations quasiment en temps réel. On a également une solution d'APN privé qui permet de sécuriser la connexion entre la carte SIM et le SI du client, et c'est aussi ce que recherchent certains de nos clients. Nos serveurs qu'on avait, c'était des serveurs Nutanix, donc c'est du on-premise plutôt classique, on était extrêmement contents. On les a eus pendant 5 ans et puis à la fin, quand le support est tombé, on ne pouvait plus le renouveler, on s'est posé la question. Pourquoi on s'est posé cette question-là? Parce que on a vraiment beaucoup de besoins qui évoluent très rapidement chez Matouma, je vous montrerai juste après. On a un SI en plus en cours de refonte et il y avait un vrai intérêt de pouvoir concurrencer une solution on-premise avec une solution cloud. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire. Commençons par les besoins opérationnels. La courbe que vous voyez ici, c'est le nombre de CDR qu'on doit traiter par an. Un CDR, c'est quoi? Je vous ai expliqué très rapidement, c'est la consommation d'une carte SIM. Quand on envoie un SMS, on a un CDR. Ça peut être une ligne dans un CSV, un petit fichier au format JSON. C'est pas très gros, mais il y en a beaucoup à traiter. On a plus quasiment 1 million de cartes SIM dans notre parc aujourd'hui. Donc en 2017, quand on a acheté nos serveurs on-premise, on avait 190 millions de CDR à traiter.
On a une augmentation de 3% par mois, 5% par an. Donc là, sur le dernier décompte, sur l'année fiscale 2021, on était à 1,2 milliard de CDR, ce qui en fait à peu près 20 par seconde. Donc on parlait tout à l'heure du traitement des données. Bah là, pour le coup, on en a beaucoup de données à traiter. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, et c'est ce qu'on cherche également à exposer à nos clients. Et on peut expliquer justement pourquoi on a un SI qui est assez complexe à maintenir, justement par le nombre de ces données à traiter, qui est relatif au nombre de clients de Matouma, bien sûr. Et pour faire ces traitements-là, on a des microservices composés d'une quinzaine de microservices avec un ensemble de technologies qui est assez hétéroclite. On va par exemple avoir du PHP Symfony pour la partie purement logiciel de gestion. On va avoir du Python pour traiter les fortes volumétries de données. On va avoir du Talend pour croiser les données. On va encore avoir un ensemble d'autres langages un petit peu annexes, on va dire. La question qui s'est posée, forcément, quand on a voulu mettre en concurrence le cloud et une architecture on-premise, la première question qu'on se pose, c'est l'enjeu financier. Combien ça coûte, le cloud? On n'avait pas forcément d'idée préconçue là-dessus. Et on s'est vite rendu compte que ça coûtait assez cher. Déjà parce que sur du cloud, on paye à l'heure. C'est-à-dire que si j'utilise un service pendant 10 heures, je paye 10 heures à la fin du mois. Ça, c'est la première chose. Ensuite, AWS, donc nous on s'est concentré sur AWS parce qu'on avait une première expérience sur ce cloud provider-là, fournit une plateforme qui permet d'estimer les coûts. Donc on y est allé, on a mis nos configurations en termes de base de données, de C2, donc c'était de serveurs. Et à la fin, c'était pas vraiment à la faveur du cloud. C'était même 15% plus cher que du on-premise. D'autant plus qu'on avait certains coûts qu'on ne peut pas estimer dans ce calculateur, en tout cas qu'on n'arrivait pas à estimer à l'époque. Ça va être des coûts réseau, des coûts sur des VPC, des coûts sur des IP, et ça, on pouvait le macro-estimer, mais on n'avait pas encore pleinement conscience de ça. Donc il a fallu trouver des solutions. Les solutions qu'on a trouvées, c'est finalement, on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là, il y a même un terme qui existe, c'est la FinOps. C'est comment optimiser les coûts en matière de cloud. Pour ça, on a axé sur plusieurs axes. Déjà, une notion d'engagement. On n'est pas obligé de payer à l'heure. On peut s'engager à rester 1 an ou 3 ans. Et rien que ça, sur AWS par exemple, si on reste 1 an, on a une réduction entre 20% et 25%. Si on reste 3 ans, ça peut aller jusqu'à 60 voire 70% selon les types de services. Quand on fait ce genre d'engagement, il faut savoir sur quoi on s'engage. Et là, pareil, c'est assez complexe. Par exemple, on peut s'engager à une dépense. Si on s'engage à se dépenser 2 $ de l'heure pendant 3 ans, c'est un peu comme si on pouvait en dépenser 4. Pourquoi? Parce qu'il y a une réduction de 50%. Mais on ne peut pas faire ça sur tous les services. Il y a certains services, on peut juste s'engager à utiliser le service. C'est ce qu'on appelle réserver une instance pendant 1 an ou 3 ans, pareil. Mais pareil, cette notion de réservation de service, plus elle est flexible, moins il y a de réduction, évidemment. Au final, ça fait une matrice de possibilités qui est assez complexe. Et je comprends pourquoi la notion de FinOps existe maintenant. Et on a fait nos choix dans cette matrice-là et on est arrivé à peu près à 45% d'économie, ce qui commençait à devenir vraiment intéressant par rapport à du on-premise. Ensuite, les enjeux techniques. Une fois qu'on savait qu'on pouvait se permettre d'aller vers du cloud d'un point de vue financier, que c'était même intéressant, techniquement parlant, comment on fait? Déjà, il y a une première question qui arrive assez vite, c'est la question de l'orchestrateur EKS, c'est-à-dire Kubernetes, ou de la dockerisation ECS. Les deux permettent de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire gérer des services. Néanmoins, ce n'est pas du tout la même philosophie. On va avoir d'un côté Kubernetes qui va être open source, qui va être extrêmement complexe, mais aussi très souple, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais je répète encore une fois, c'est complexe et c'est dur à prendre en main. Par exemple, si on veut profiter du support de la communauté, il faut faire les mises à jour, et je crois que tous les 9 mois, à peu près, il y a une nouvelle mise à jour à faire. Donc ça demande un certain investissement. À côté, on a ECS, qui est la solution propriétaire, AWS. Donc forcément, ils vont pousser, en tout cas quand on discute avec eux, ils nous poussent plutôt à ça. Alors, l'avantage de la solution propriétaire, c'est que c'est beaucoup plus simple, plus facile à mettre en place, et on a le support d'AWS là-dessus. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est hyper central dans un projet cloud de savoir vers telle technologie on part. Et c'est dès le début du projet qu'il faut le savoir. Le truc, c'est que nous, on n'avait pas forcément de compétences cloud de prime abord pour faire ça. Je vous donne d'autres technologies. On va avoir des serveurs EC2 pour héberger des machines Linux. On va avoir des bases de données Postgre. On a des lambda qui font tourner du Python. On va avoir un ensemble du Terraform également, un ensemble d'autres petits services annexes qui représentent au final une architecture assez complexe. Du coup, comment faire monter les équipes en compétences? Nous, c'est assez simple. On s'est tourné vers AWS qui nous a répondu. Nous ont présenté
quels sont les concepts, quelles sont les optimisations financières, celles que je vous ai présentées juste avant. Ils nous ont conseillé aussi d'une certaine manière sur les technologies et surtout nous ont trouvé un prestataire, donc Alterway en l'occurrence, pour pouvoir nous accompagner dans la migration. Une fois qu'on a migré, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les opportunités qui sont ouvertes à nous? Déjà, première chose, la scalabilité et la souplesse. Bon, ça on le sait, sur le cloud, c'est vraiment ce qu'on va chercher. Et pour le coup, nous, on a un vrai intérêt. Par exemple, si des opérateurs nous envoient beaucoup de CDR d'un coup, et c'est plusieurs dizaines de milliers, ben, il faut qu'on soit capable de les intégrer très rapidement. Je vous donne une anecdote. Il y a quelques années, je travaillais pour Beansport. Et les soirs de match, le site web, c'était un peu compliqué. Et heureusement, on était hébergé chez AWS. Et on avait cette possibilité de scaler les serveurs. Et ce qui nous a sauvés. Au final, aujourd'hui, avec Kubernetes, on peut automatiser tout ça. Et on peut se permettre d'avoir un système très intelligent. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aller chercher aussi sur du cloud. C'est ça, c'est scalabilité. Deuxièmement, on n'a plus d'infra-physique à maintenir. Forcément, donc nous, on est 45 chez Matouma, ce n'est pas une grosse société. On a des serveurs, des data centers, on les avait à Montpellier et à Paris. Tout était redondé. Et il fallait qu'on se déplace régulièrement pour justement aller brasser des câbles dans un serveur, raccorder un nouveau serveur. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a plus à faire. Donc c'est un gain de temps et un gain de compétences qu'on a pu aller chercher également chez les ingénieurs qui travaillent chez nous. L'évolution technique des équipes, bien sûr, on sait que c'est parfois difficile de recruter, mais également de maintenir les équipes en place. Bah là, on a proposé un nouveau challenge. Aller sur du cloud, Kubernetes en l'occurrence, ça a intéressé tout le monde. C'était complexe et il y avait un joli défi à relever. Et également, pas que les équipes infra d'ailleurs, mais aussi les équipes dev qui ont été très impactées. Il fallait prendre de nouvelles habitudes de travail, s'habituer à travailler sur du cloud, sortir de Docker, aller vers du Kubernetes. C'était quelque chose qui a fallu... Enfin, ça s'est très bien passé avec les équipes, mais il a fallu monter en compétences. Tout le monde a dû monter en compétences. Mais c'est aussi tout l'intérêt et les équipes ont aimé ça. En termes de recrutement, on peut dire que le cloud, c'est un levier d'attractivité. Le cloud et même les choix techniques qu'on a fait dans notre architecture, c'est un levier d'attractivité. On sait comment c'est dur en ce moment de recruter. Et le fait de proposer un SI avec des technologies qui sont nouvelles, à la pointe, avec les dernières versions, forcément, ça aide. Ça aide à recruter. Et ça, c'est très important justement pour une société comme Matouma d'arriver à recruter. Ensuite, je vais parler un petit peu de DevOps, mais je vais juste l'effleurer. Quand on veut faire du DevOps, on peut tout faire avec du on-premise ou avec du cloud, ça c'est sûr. Mais on a trouvé que c'était bien plus facile de répondre à nos besoins DevOps avec du cloud. Pourquoi? Parce que si on a besoin de monter un environnement à la volée pour pouvoir lancer automatiquement des tests, puis l'éteindre, mettons 1 heure après, parce que les tests se sont déroulés, on peut le faire relativement facilement une fois qu'on maîtrise les technologies cloud adaptées, notamment Kubernetes. On a une rapidité et une facilité d'implémentation de beaucoup de services. Et ça, c'est un point qui est pour moi assez central. Par exemple, demain, j'ai besoin d'un nouveau système de cache. Mais je ne connais pas ce système de cache. Je sais que j'ai envie d'utiliser, mais je ne sais pas comment l'héberger, comment ça fonctionne. Sur du on-premise, j'ai besoin d'aller demander à mon équipe infra de monter en compétence, de mettre à disposition un serveur pour qu'ensuite mes développeurs puissent utiliser ce système de cache. Là, avec du cloud, en 2 clics sur l'interface, je l'ai à disposition. Alors forcément, ça me prendra plus de temps après de le mettre dans mon écosystème Kubernetes, mais n'empêche que pour des POC, pour tester les choses, on va beaucoup plus vite avec du cloud. Dernière chose, AWS a annoncé le lancement de EKS Anywhere. EKS Anywhere, c'est quoi? C'est la possibilité de faire tourner du cloud sur un serveur on-premise, c'est ce qu'on appelle un cloud hybride. On ne l'a pas encore testé, puisque ça a été lancé il y a 2 mois, c'était en septembre dernier. Néanmoins, on y voit un réel intérêt économique, principalement. Pourquoi? Parce que nos serveurs, qui étaient dans nos data centers, certes, on n'a plus de licence, mais ils nous appartiennent toujours. Donc on les a sortis des data centers, on les a mis dans la salle serveur qu'on a dans nos locaux, à Montpellier, et on peut continuer de les utiliser, notamment avec EKS Anywhere, qu'on testera bientôt, et je pourrais peut-être vous faire un retour, j'espère un jour. Que conclure? Déjà, le cloud a un coût d'entrée assez élevé. Techniquement parlant, on l'a vu, financièrement parlant, il faut comprendre ce qu'on fait, c'est pas forcément évident. Mais également philosophiquement. Il faut accepter de ne pas avoir une facture qui est toujours la même à la fin du mois. Donc ça, déjà, c'est pas forcément évident. Forcément, il y a un gain de souplesse. Et ces gains de souplesse, c'est ce qu'on va chercher. On l'a parcouru ensemble. Au-delà de ça, l'attractivité qui représente le cloud en termes de recrutement, encore une fois, c'est essentiel pour nous.
Pendant toute la durée du projet, AWS a été extrêmement présent pour nous présenter différents contextes, nous trouver le prestataire certifié. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a pu réussir le projet. En tout, le projet de migration a duré 6 mois. 1 mois de migration avec le prestataire, justement, avec Alterway, pour nous montrer comment ça fonctionne. Et après 5 mois de prise en main. Comme je vous disais, prendre en main Kubernetes, c'est loin d'être évident. Et qu'au bout de ces 6 mois, on avait une plateforme qui était en place, qu'on maîtrisait. Et aujourd'hui, on est plutôt très content pour le coup, parce que ça nous permet de pouvoir encaisser les pics de charge qu'on aura à l'avenir et l'hypercroissance de Matouma. Merci beaucoup. Merci Guilhem Bourgoin. Je ne sais pas s'il y a des questions à la fois dans la salle. Ou peut-être Stéphane. Moi, j'ai une première question. Et puis on aura Pierre aussi qui sera de l'autre côté. Tu veux poser une question après. Mais Stéphane, peut-être. Ok, alors je commence. Est-ce que, enfin, bravo pour cette migration, enfin, 1 mois de migration plus 5 mois de prise en main dans le groupe de travail du SIGREF cette année sur la migration cloud, vers le cloud. On n'a trouvé personne qui avait fait aussi vite, donc bravo. Est-ce que j'aimerais bien que vous développiez un peu le rôle du prestataire ESN, du partenaire ESN, puisque effectivement le choix d'open source a fait qu'AWS vous a guidé vers Alterway. Comment ça s'est passé? Comment ils sont venus vous apporter cette compétence que vous évoquiez ne pas avoir? Et comment, sur la durée de 6 mois ou plus d'ailleurs, les choses se sont passées et quel profit avez-vous pu en tirer? Nous, on a fait en 2 étapes. La première étape, c'est d'abord une analyse qui a duré à peu près 1 semaine de notre SI existant, voir quels étaient nos vrais besoins. Et donc savoir ce que ça allait, comment on allait pouvoir trouver ça sur du cloud. Et ils nous ont accompagnés bien sûr sur le chiffrage, bien sûr. Et ensuite, il y a eu une étape interne à Matouma pour savoir si on le faisait ou on ne le faisait pas, une fois qu'on avait l'analyse technique. Et ensuite, on a pu se lancer. Donc ouais, la migration a duré 1 mois. Elle s'est faite en partenariat, si vous voulez. C'est-à-dire que ce n'était pas les équipes d'Alterway dans un coin et nous de l'autre, et puis on récupérait le code à la fin. C'était pas du tout comme ça. C'est plutôt, ils nous expliquaient, enfin ils le faisaient bien plus vite que ce qu'on comprenait, mais ils nous expliquaient au fil de l'eau quand même ce qu'ils faisaient. Ce qui nous a permis après de pouvoir prendre en main. Donc cette prise en main, comme je vous disais, elle a duré 5 mois. Et pendant les 5 mois après, on a posé des questions régulièrement, bien sûr, pour pouvoir comprendre, monter encore un petit peu en compétence. Et c'est seulement au bout de 6 mois qu'on se sent aujourd'hui autonome, et encore pas entièrement. Sur certains points techniques très précis, on continue de faire appel à Alterway. Pierre. Merci. On va partager le micro. On va se partager le micro. La question, au début de la séance, on a parlé de souveraineté technologique numérique. Quel est votre ressenti, votre degré d'autonomie et de souveraineté dans la solution que vous avez déployée? Alors forcément, quand on va sur AWS, c'est un peu difficile. Après, justement, le choix de Kubernetes, c'était un peu pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, justement avec AWS. Donc là, il y a une certaine souveraineté. Je ne sais pas trop comment répondre à votre question, mais en termes de souveraineté, je ne sais pas. Aujourd'hui, du moment que nos équipes chez nous sont capables d'être relativement autonomes sur la gestion de la plateforme et sur les technologies qu'on utilise, je considère qu'on a un certain niveau de souveraineté, ça c'est sûr. D'autonomie, si vous préférez. D'autonomie, au moins. Peut-être pas souveraineté technologique, bien sûr. La souveraineté, c'est quand même un concept régalien. La souveraineté, c'est quand même les sujets des gouvernements. Je pense que les entreprises cherchent peut-être de l'autonomie. Pour certaines, oui, pour d'autres, non. De la confiance, ça c'est certain. De la conformité, parce que on promène des données personnelles, que ce soit de son staff, que ce soit de ses clients. On peut avoir des données personnelles, à caractère personnel, un peu délicates, si ce sont des données de santé, etc., etc. Donc en fait, il n'y a pas, je pense, un concept de souveraineté d'un point de vue de l'entreprise. En revanche, là où c'est très important, et ça a été évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a un écosystème suffisamment autonome? Est-ce que les pouvoirs publics facilitent cet écosystème, le rendent viable, organisent la formation, puisque ça a aussi été évoqué? Ça, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants en termes de souveraineté et que les entreprises récupéreront après en fin de course.
Peut-être une question pour Guilhem. Vous avez évoqué au début la question de FinOps, en tout cas de travailler sur une question de budget. Après, une fois que maintenant vous avez fait cette migration, est-ce que vous avez respecté, j'allais dire, les clous de ce que vous aviez fait en FinOps? Et est-ce que vous êtes toujours aussi dans en modèle FinOps pour optimiser les coûts du cloud? Alors, on n'a pas respecté ce qu'on avait prévu, évidemment. Par contre, on a respecté les 45% qu'on avait planifiés et qu'on voulait. En fait, on a découvert au fil de l'eau que c'est vraiment très complexe, notamment sur AWS, d'optimiser les coûts. Encore plus complexe que Kubernetes? Je ne me prononce pas. Et aujourd'hui, vous continuez à naviguer avec du FinOps, en tout cas pour... Complètement. Parce qu'en fait, le FinOps, c'est aussi regarder régulièrement, avoir une notion de tous les mois, est-ce qu'on dépasse ou pas. Si on a des systèmes qui se scale automatiquement, forcément, sur la facture, ça se verra. Et donc si ça arrive trop régulièrement, est-ce qu'on ne peut pas finalement augmenter la puissance des serveurs, s'engager, faire réduire les coûts de 50% du coup sur cette petite augmentation et arrêter de scaler systématiquement. Et ça, c'est des choix qui ne sont pas forcément faciles. Nous, par exemple, on a un ensemble de lambda. Des lambdas, c'est des petits scripts qui se lancent, et qui durent 1 seconde et qui s'éteignent. Parce que des lambdas, on en a une centaine qui se lancent tout le temps, en parallèle. Ça, pour optimiser ça d'un point de vue FinOps, c'est justement avec la notion de saving plan, où on a un engagement du nombre de dépenses en dollars à l'heure. Mais estimer ça, c'est extrêmement compliqué, parce que nous, c'est très dépendant de notre business et de les consommations de nos cartes SIM. Donc on sait déjà que là, pour l'instant, ça va tenir sur 1 an à peu près, mais dans 1 an, on va devoir revoir notre plan financier et revoir comment on peut optimiser et certainement augmenter la capacité de nos serveurs. Donc c'est un travail à long terme. Et peut-être dernière question sur la question des compétences. Vous avez expliqué que la partie Kubernetes était très compliquée. Donc vous avez fait appel à Alterway justement pour à la fois cette partie-là et la migration vers AWS. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des compétences internes sur Kubernetes et puis, je ne vais pas dire si c'est facile de les trouver, mais de les retenir plutôt. On a les compétences internes, justement, parce que on a fait monter en compétences les ingénieurs qu'on avait chez nous. Est-ce que c'est facile de les trouver sur le marché de l'emploi? Certainement pas. C'est même assez compliqué. Même la qualité de vie de Montpellier-Rennes. Ça suffit pas pour faire descendre tout Paris à Montpellier. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça comme levier d'attractivité, évidemment. Bien sûr, il y a les Kubernetes, c'est une chose. On ne peut pas, nous aujourd'hui chez Matouma, recruter un expert qui va être certifié Kubernetes. C'est pas possible, parce qu'il va s'embêter chez nous. Une fois qu'il a remis en place l'infra, qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne sera pas suffisant. Donc c'est aussi tout l'intérêt de passer par des prestataires justement pour aller chercher quelque chose d'assez pointu qui va durer 1 mois, 2 mois. Et après, il faut qu'on soit capable en interne, et ce qui est le cas, de maintenir ça. On ne va pas être expert, on va parfois galérer, on va avoir des soucis, mais n'empêche que on va se débrouiller. Et c'est le principal. Merci beaucoup à la fois à Guilhem, mais aussi à tous les intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir. Ah, attendez, il y a une question juste derrière. Pardon de me réveiller à la fin. Par rapport au cloud hybride, en fait, je me suis interrogé. Vous parliez du move to cloud parce qu'il était intéressant par rapport à la scalabilité et par rapport au fait de ne plus avoir besoin de compétences pour gérer le on-premise. Cloud hybride veut dire qu'on en revient. Enfin, qu'est-ce qui vous motive à revenir au cloud hybride, à revenir on-premise avec ce cloud hybride? Qu'est-ce qui a motivé cet intérêt chez vous par rapport à ça? Alors, j'ai précisé, du coup, les serveurs qu'on va utiliser pour le cloud hybride, c'est justement nos vieux serveurs qu'on avait, qui datent de 2017. Plutôt que de les jeter ou les revendre, on va les mettre chez nous, justement pour faire du cloud hybride. Le truc, c'est qu'on ne va pas, bien sûr, héberger notre production, on va plutôt héberger des environnements de stage ou de développe. Ce qui va permettre d'économiser, puisque ce sont des environnements qu'on n'a pas, du coup, à déployer sur AWS. Donc, c'est vraiment un gain économique pour prolonger la durée de vie de ces serveurs-là. Merci. Merci là, pour cette expérience. Je suis Alexandre Zapolski, le président de l'Inagora. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi, non pas Alterway, parce que ce sont des confrères admirables, mais pourquoi vous faites le choix d'AWS à l'heure où il y a autant d'offres de cloud françaises, ou français, bien sûr OVH, Scaleway, pourquoi pas Clever Cloud. Qu'est-ce qui vous pousse à un moment donné d'aller faire ce choix stratégique de vous marier pour votre cœur de système d'information à AWS? Et puis,
on a eu tous les mérites de l'open source qui ont été évoqués cet après-midi. On en parlait d'un, notamment, qui est la réversibilité. Ce matin, Philippe Latombe a insisté sur cet enjeu de réversibilité. Quelle réversibilité aujourd'hui vous offre en fait AWS? Moi, je dépense, parce qu'on fabrique du logiciel au sein d'Inagora, une somme importante chez OVH chaque année. Et c'est vrai que mon angoisse, c'est de voir cette somme qui ne fait qu'augmenter, avec un enjeu majeur à un moment donné, de me dire, est-ce qu'on pourra changer nos offres SaaS d'OVH éventuellement demain chez un autre? Ce que je sais, ce que j'ai compris en fait de mes confrères éditeurs, c'est qu'il est quasiment impossible, une fois qu'on a mis les mains dans l'engrenage AWS, d'en sortir à un coût en fait efficace. Alors voilà, donc les deux questions. Est-ce que vous avez... Pourquoi ce choix AWS? Pourquoi parler d'AWS au Open Source Expo? Non, mais alors qu'il existe effectivement des alternatives. Et quid de la réversibilité? Et est-ce que dans votre FinOps, vous avez introduit à un moment donné cet enjeu du coût de sortie potentiel d'AWS quand ça vous coûtera quelques centaines de milliers d'euros par an ou quelques millions d'euros par an? Alors pourquoi AWS? Déjà, c'est une question de compétences en interne. On est une quinzaine au service informatique à Matouma, et on avait déjà 2-3 personnes qui avaient une première expérience chez AWS, chez qui ça s'était bien passé. Donc forcément, quand on va aller chercher à migrer notre infra vers un cloud provider, si j'ai des compétences en interne sur AWS, naturellement, je vais aller vers AWS. Je ne vous le cache pas, c'est assez pratique. En termes, vous avez parlé de réversibilité. Moi, j'y crois pas trop à la réversibilité. C'est tellement compliqué d'aller de faire une transition comme ça de tout un SI. Ça nous a pris du temps, beaucoup de travail et pas mal d'argent également. On va pas changer demain, clairement. Donc le jour où on en sentira le besoin, de toute façon, on s'est engagé sur 3 ans avec AWS, donc au moins c'est réglé. Le jour où on sentira le besoin, bien sûr qu'il va falloir qu'on interrogera d'autres acteurs. Il n'y aura pas de problème pour ça. Le truc, c'est que je pense pas que c'est quelque chose qu'on fera régulièrement. Donc, aller chercher de la réversibilité pour une réversibilité qu'on fera peut-être jamais, je ne suis pas sûr que c'est un intérêt, pour le coup. Et le jour où on le fera, évidemment, on le fera bien, mais ce sera peut-être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Et dans ce cas-là, on se posera la question, et de toute façon, potentiellement, on sortira un nouveau SI avec une refonte complète, et ce ne sera même pas une réversibilité qu'on ira chercher. On comprend la valorisation d'AWS, effectivement. Merci à tous. Je pense que là, pour le coup, maintenant, on peut les applaudir sans aucun doute. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais peut-être passer le mot de la fin, c'est peut-être une synthèse avec Stéphane Rousseau, et après, je demanderai à Véronique, ou si vous voulez faire ça ensemble, sans aucun problème. Très rapidement, moi, j'ai noté, il y a une chose qui me frappe dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, et ce n'est pas quelque chose de négatif, mais que travailler avec l'open source, ça demande un certain effort. Ça demande un effort de formation, ça demande un effort d'accompagnement des utilisateurs. On avait commencé par ça avec le retour du CRIP. Ça demande GaiaX, etc. Ça demande d'embarquer tout un écosystème. Ça demande aussi un certain lobby ou une certaine sensibilisation des pouvoirs publics et des gouvernements. Ça demande de réfléchir à la filière de formation. Et pour autant, c'est le marathonien qui parle, en fait, on a l'impression qu'on est vraiment content de faire tous ces efforts et que ça apporte quelque chose, et que ça apporte de la satisfaction, que ça apporte de l'autonomie. Et je vous renvoie sur le rapport du CIGREF sur tout l'intérêt de l'open source, et que finalement, je partage, Alexandre, la question d'AWS, mais finalement, ce passage au cloud, l'open source permet, me semble-t-il, et c'est la restitution des travaux qu'on fera, et c'est ce que j'entends de Guilhem, l'open source permet quand même une maîtrise assez raisonnable, en fait, de ce passage au cloud. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut ne pas tout lâcher chez un AWS ou chez un autre hyperscaler, et qu'on va quand même réussir à introduire cette notion d'open source dans ce monde qui évolue grandement. Et ça, je le vois de façon très, très rassurante, et je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à faire tous ces efforts autour de l'open source. Et donc, continuons à regarder ça, continuons à relire les rapports qui ont été présentés aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, peut-être pas comme parrain, mais en tout cas comme participant, avec grand plaisir. Véronique. Moi, je remercie tout le monde parce que je trouve qu'on a eu des interventions de grande qualité. Vraiment, c'était très intéressant.
quand on a fait le programme, ce qu'on a cherché à faire, là, mais comme sur toutes les éditions, c'est toujours où se situe l'open source à un moment donné. Quelle photographie on peut faire de l'open source. Et donc là, quand on a constitué ce programme-là, on s'est dit à un moment donné, il y a quand même, on sort de crise, et il y a quand même deux grandes tendances qui poussent l'IT. C'est le digital workplace et le move to cloud. Donc on a cherché à avoir des retours d'expérience, mais de manière, je dirais, pragmatique et pas dogmatique, sur où se situe l'open source aujourd'hui. Et je pense que la restitution que nous a fait le CRIP sur le Digital Workplace est très intéressante parce qu'elle nous présente bien la photographie telle qu'elle est aujourd'hui, de manière concrète. Et je trouve que, et je remercie beaucoup le témoignage de Guilhem aussi, parce que c'était intéressant de voir que beaucoup d'entreprises aujourd'hui font le choix de cloud publics qui ne sont pas des clouds souverains de notre définition, mais sur lesquels il y a quand même, je dirais, une place de l'open source. Et je pense que c'est un témoignage intéressant parce qu'il est concret. Et par ailleurs, open source n'est pas synonyme de souveraineté, et donc il y a cette réalité qui existe aujourd'hui. Et je trouve que ce témoignage-là est intéressant. Et par ailleurs, on a cherché aussi à montrer quelle place a l'open source dans les grandes tendances. Très intéressant le témoignage de Gaia X. Il est en train de se paqueter quelque chose en Europe et j'espère réellement qu'on aboutira à cette libre circulation de la donnée. Et là, on voit que l'open source a un rôle à jouer également. Et puis le témoignage des deux études au niveau européen et français, j'ai trouvé que vraiment c'était très intéressant. C'est un moment, je pense, un peu unique qu'on a à l'OpenCIAO Summit d'avoir une photographie à l'instant T de ce qui peut se faire sur l'open source. Donc un grand merci. Je vais conclure sur une ouverture qui est sur le sujet qui me tient à cœur, vous le savez pour ceux qui me connaissent, qui est le numérique responsable. Et je crois pour ma part que le numérique responsable est une tendance de fond du numérique, qu'on ne peut pas envisager un futur numérique aujourd'hui sans numérique responsable. Et je crois sincèrement, j'ai une conviction profonde que l'open source a une grande place sur ce sujet du numérique responsable. Ce n'est pas la seule brique pour réussir le numérique responsable, mais c'est une brique importante. On l'a vu, ça a été dit, le mot responsable a été dit. Le mot responsable, finalement, on le retrouve dans des sujets d'éthique, de souveraineté, de confiance, de sécurité. Et demain, j'interviendrai à 15h30 sur une table ronde qui parlera du sujet numérique et environnement et quelle place a l'open source sur ce sujet du Green IT, de l'IT for Green. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'il y a un petit cocktail maintenant et donc je vous invite à poursuivre ces échanges autour de ce cocktail. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.